travaille à l'UMR Agir, une UMR plutôt en agronomie, agroécologie et aussi génétique. Un mot de contexte, en fait, c'est l'idée de l'exposé, c'est comment on peut produire des informations pour contextualiser l'incertitude climatique qu'on observe. Bon, d'une part, le climat change. On peut pas prédire la météo, on peut vraiment pas prédire la météo au-delà de quelques semaines, et on peut de moins en moins recourir aux intrants pour homogénéiser le milieu. Donc du coup, c'est pas très difficile de dire que la variabilité des conditions de culture pour différentes espèces va augmenter avec le temps et qu'on a besoin de contextualiser ça. J'illustre ça principalement sur le tournesol en France sur une vingtaine d'années. Sur le graphe de gauche, en fait, c'est des données issues d'enquêtes menées par Terranovia. Il y a 12 000 réponses d'agriculteurs sur 8 ans. Donc chaque point, c'est une ferme, enfin un agriculteur qui a cultivé du tournesol sur une ou plusieurs parcelles. Si on s'intéresse sur le graphe du milieu à une exploitation agricole là, qui était la plus proche qui était à côté de Toulouse, sur une année, là j'avais représenté l'année 2012, le trait en bleu, ça va représenter l'évolution du déficit hydrique dans le sol qu'on a simulé, j'en parlerai juste après. Donc là, plutôt une mauvaise année pour le tournesol, où on a vu que les conditions, enfin l'eau a manqué de plus en plus en fonction du cycle. Sur ce même ferme, en gris, alors ça dépend le contraste des écrans, mais on voit 20 autres années autour de ça. Donc on voit effectivement que selon les années, on a une diversité de scénarios qui sont possibles. Et sur le dernier graphe à droite, en fait, ça représente l'ensemble des exploitations de Haute-Garonne qui étaient dans ces enquêtes. Donc ça fait 50 exploitations sur 20 ans. Ben, on voit finalement là, les couleurs indiquent la densité du stress. On a plutôt des couleurs en haut, où on a un déficit hydrique pas trop fort, qui représenteraient plutôt des exploitations où il y avait des sols un peu profonds. Et au final, ce qu'on a vu sur une année, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on voit sur un département et ainsi de suite. Il y a plein d'échelles, mais c'est juste pour montrer une illustration qu'on aimerait bien essayer de classer et comprendre ces variabilités environnementales. Donc notre approche, elle se base sur une plateforme de simulation qui est développé à l'INRAE, un modèle de culture qui permet de rendre compte du fonctionnement de la culture, et là il est spécifique de la culture, dans ce cas-là du tournesol, qui a été développé à l'INRAE et avec l'aide de Terranovia, et puis différents outils statistiques. L'illustration, le but c'est de montrer l'intérêt des informations qui peuvent être simulées par ce type de modèle. On regarde une corrélation entre du rendement, ici c'était 4 variétés sur 11 environnements, en fonction d'informations soit issues sur le graphe de gauche directement de données climatiques. Donc on voit que la somme de précipitations ne suffit pas pour expliquer les variations de rendement. Sur le graphe du milieu, on tient compte aussi de la réserve hydrique du sol. On voit qu'on arrive un petit peu à capter la variation du rendement. Et sur le graphe de droite, on a utilisé un indicateur de stress qui représente l'effet du déficit hydrique sur la photosynthèse, qui est simulé par le modèle de culture. Et là, on arrive un petit peu mieux à expliquer la variabilité du rendement dans ces environnements-là. Donc du coup, voilà, la justification de l'utilisation des modèles, c'est de dire que la corrélation entre le rendement et ces indices de stress augmente, plus on arrive à être pertinent et plus on arrive à être proche du fonctionnement de la plante. Donc là, j'utilise cette approche-là sur 2 applications. La première, un peu plus détaillée, c'est comment on peut produire des informations contextuelles pour recommander les variétés. Donc je ne parle pas de sélection, c'est les variétés qui sont disponibles sur le marché, comment on peut mieux les placer dans différents environnements. Puis la seconde application ira plus vers le lien avec la génétique, mais François a bien détaillé ça aussi. Donc dans cette application-là, sur les variétés actuelles, de nouveau, si on se concentre sur le graphe de gauche ici, chaque grand carré, c'est une parcelle de tournesol issue de l'enquête. Enfin, donc il y en a 50 qui sont juste tirés au hasard sur toute l'aire de culture du tournesol. Et chaque ligne, ça va représenter une année. C'est le temps qui est en abscisse sur le cycle de culture. Donc finalement, et la couleur indique l'intensité du stress. On voit qu'il y a des sites avec beaucoup de stress, d'autres avec pas beaucoup de stress, des niveaux de stress qui apparaissent très tôt dans le cycle, plus tardivement dans le cycle, et puis effectivement, sur chaque cycle, chaque site, selon les années, on a des scénarios différents. Donc le jeu, ça va être trouver des algorithmes qui vont permettre de mettre en correspondance des scénarios d'un site d'une année, mais qui peuvent être sur des sites très éloignés, mais finalement proches en termes de ce qu'a ressenti la culture, de les classer dans des groupes d'environnement. Ici, j'ai fait cette application uniquement sur une dimension, sur le déficit hydrique. Et si on regarde le graphe du milieu, l'algorithme ici de classification, on identifie 4 grands groupes. Les 2 premiers où il n'y a pas vraiment de stress, qui sont notés E1 et E2, et les 2 du dessous où il y a plutôt des stress avec des évolutions dans le temps différentes.
plutôt des stress très forts dans le type 3 qui ont tendance à être diminués vers la fin de cycle, ce qui ne veut pas dire que c'est bien, parce qu'il peut pleuvoir sans arrêt et limiter la fenêtre optimale possible pour la récolte, ou un environnement, au contraire, où il y a le 4, du stress modéré pendant le trait rouge, c'est la floraison. Donc on est après la floraison, on est dans la période de remplissage du grain, là où c'est important pour le rendement. Des stress modérés pendant le remplissage, puis finalement peut-être des bonnes conditions de récolte. Et le dernier graphe là est plus difficile à détailler, enfin je vais le commenter généralement. L'idée, c'est de comparer différentes stratégies de développement ou de conseil des variétés. Donc les stratégies, elles sont en ligne. Si on regarde par exemple dans le petit carré du haut, on se place dans un type d'environnement. Donc là, c'est un type d'environnement optimal. J'ai utilisé d'autres informations pour ces types d'environnement qu'uniquement l'eau. Et on compare une stratégie globale où on aurait mis dans ce type d'environnement toujours la même variété, peu importe les années, peu importe les sites, à des stratégies en ligne plus évoluées où on se dit, si on sait le type d'environnement dans lequel on est, alors on adapte le choix variétal ou vraiment on adapte à chaque exploitation agricole. Et, et les couleurs représentent les gains de rendement. Donc le commentaire un peu général, c'est de voir que finalement les bons environnements, là où le sol est profond, où le climat est plutôt favorable, ils sont assez similaires et c'est pas si difficile que ça d'avoir une stratégie de conseil un peu globale sur ça. C'est ce qu'on voit sur la troisième ligne du graphe du haut, avec un bon gain de rendement par rapport aux variétés actuelles en fait, le gain exprimé par rapport aux variétés qui ont été semées puisqu'on les connaît par enquête. Par contre, donc les bons environnements, ils sont tous similaires, on peut les identifier et on peut avoir un conseil global. Par contre, les mauvais environnements, enfin les moins favorables au rendement, ils sont tous défavorables à leur propre manière finalement. Et donc c'est là où on voit que pour ces environnements plus contraints, on a un intérêt à les identifier, à les regrouper et avoir un conseil variétal adapté pour ces environnements. On montre aussi qu'on peut, plus on arrive à s'adapter à l'environnement, plus on va favoriser, enfin éviter les cas où on a des bas rendements, donc plutôt stabiliser au sein d'une exploitation sur différentes années la performance de la culture. La seconde application était plutôt orientée vers la sélection variétale. Et l'idée, c'est de montrer que la simulation permet d'accéder à des variables quantitatives pour caractériser l'interaction entre les génotypes et les variétés. Donc là, j'ai juste des schémas par rapport à ce qui a été illustré avant. En orange, en fait, c'est le rôle de la simulation où on va prendre des variables environnementales, on va les résumer, les simplifier, puis produire de l'information intéressante. Là, c'est la partie qui est marquée avec des traits intermédiaires, avec marqué P et puis un C, un indice. Et finalement, l'utilisation conjointe de phénotypes qu'on a mesurés plus ou moins au débit de différents traits, donc là c'est ce qui est marqué PY, des traits complexes, et de ces informations environnementales peuvent être utilisées dans des approches, dans ce cas-là, de génétique d'association et identifier les zones du génome qui expliquent des variations de caractère complexe. Pour le tournesol, par exemple, on avait regardé, on avait phénotypé du rendement, donc il y a d'autres traits plus compliqués que ça, et on a regardé comment le rendement répondait à un déficit hydrique, et on avait travaillé sur les bases génétiques de cette réponse-là, en identifiant là aussi différents marqueurs associés à cette plasticité du rendement. Donc c'est pour parler qu'on peut intégrer la modélisation et la simulation à des approches plus globales où on va travailler sur des caractères de plasticité qui sont particulièrement intéressants à sélectionner, mais compliqués à identifier. Et plus globalement, actuellement sur le tournesol, on travaille avec un institut technique et puis les différents groupes semenciers qui sont fédérés dans l'Union française des sélectionneurs sur les applications illustrées précédemment. Ces outils-là, ils sont, en tout cas la plateforme et le modèle sont en accès libre avec des licences libres. Et on travaille aussi en lien avec une équipe d'informatique de l'INRA pour évoluer vers des web services pour permettre un accès plus aisé et moins dépendant de déploiement d'applications. Et l'idée, c'est qu'un partenariat plus étendu permettrait de définir des questions de recherche, en tout cas conjointement des questions de recherche pertinentes. Typiquement, il y a deux points compliqués. Le premier, c'est comment on peut mobiliser la diversité cultivée pour stabiliser le rendement dans une exploitation. Ça peut être, on peut imaginer semer des variétés différentes dans différentes parcelles. Et du coup, selon l'année, il y en aura au moins une qui va bien marcher. Donc, autour de la question d'un conseil de portfolio variétaux. On peut imaginer faire la même chose dans une parcelle en mélangeant des variétés, mais là, on a à tenir compte de l'interaction entre les variétés, voire entre les espèces quand on travaille sur les cultures associées. Et puis de l'autre côté, on peut aussi co-développer des approches prédictives utiles pour la sélection. Alors dans un contexte agroécologique, ça veut dire pour ces traits de plasticité,
ou dans le cas de culture associée, sélectionner par rapport à une autre espèce. Donc là, les questions sont très ramifiées et le partenariat, pour moi, a un rôle crucial pour définir des questions de recherche qui soient pertinentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.